Merci pour l'invitation. Merci aux organisateurs. J'ai 1 heure devant moi pour vous faire passer des messages qu'une semaine ne suffirait pas à faire passer. Donc forcément, je vais aller vite sur certains sujets qui mériteraient approfondissement. Alors, allez regarder en ligne si jamais vous voulez creuser sur des travaux que j'ai faits ailleurs ou d'ailleurs des travaux que d'autres personnes ont faits. Aujourd'hui, je vais vous parler en tout cas de ma conception de la transformation. Je dis même plus transition parce que je trouve que c'est un peu mou, transition. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout transformer. Et je ne vais pas vous donner toutes les clés pour tout transformer, je vais vous donner quand même des clés, j'espère, de compréhension assez générale que ce sera à vous ensuite d'adapter et d'appliquer. Dans la première partie de mon exposé, je vais vous parler du monde, la situation dans laquelle on se trouve collectivement et certains verrouillages de ce système. Et quand on aura vu ça, dans une seconde partie, je vous dirai ce que je pense que l'on peut ou qu'on doit faire. Maintenant, il faut être clair, la première partie, c'est un mauvais moment à passer. C'est un très mauvais moment à passer. Donc après, c'est un mauvais moment différent selon votre niveau de compétence ou de connaissance sur les sujets que je vais aborder. Mais même pour les gens qui y connaissent beaucoup, c'est un mauvais moment. Mais restez, s'il vous plaît. Partez pas juste après la première partie, parce que sinon, c'est très contre-productif. Bien. Alors, attendez, je vais mettre en route mon minuteur, comme ça, je sais où j'en suis. Voilà. Très bien. Alors d'abord, on va commencer par une bonne nouvelle, qui est que le système, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, n'en a plus pour très longtemps. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Après, évidemment, tout dépend de ce qui va se passer derrière. C'est une bonne nouvelle, vous allez comprendre pourquoi, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette société. Et déjà, je vais remonter à des choses assez générales et assez fondamentales, vous allez voir. Déjà, la première chose à dire, c'est que nous vivons sur une planète qui a des limites. Alors, ça recoupe un petit peu ce qui a été dit dans le speech précédent, d'ailleurs. Oui, il y a des limites. Alors, évidemment, on ne vit pas sur une planète qui est entièrement close. D'accord ? Il y a des radiations solaires qui rentrent, il y a des radiations infrarouges qui repartent, mais globalement, pour la grande majorité des choses qu'on utilise sur cette planète, il y a soit des limites dans le stock, soit des limites dans le flux. Quand ce sont des choses renouvelables, il y a une limite au taux de renouvellement de ces choses-là. Des limites, il y en a à peu près partout. Je vais juste vous citer 3 grandes études qui sont très connues, très reconnues, pour étayer ce point. La première étude, elle s'appelle The Great Acceleration en anglais, la grande accélération, elle date de 2015. Et des scientifiques du système Terre, on va voir ce que c'est si ça ne vous parle pas juste après, ont démontré que, alors là d'ailleurs, ça ne marche absolument pas ça, enfin si ça marche mais on ne le voit pas. Bon bref, la partie gauche, les courbes en rouge orangé ici, ce sont des dynamiques liées aux activités humaines sur Terre. Il y a des activités humaines qui sont en train d'exploser avec des flux d'énergie, de matière qui sont en train d'exploser avec des ordres de grandeur qui dépassent ce que la planète avait connu jusqu'ici. Pour ceux qui ne voient pas de très loin, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un trait vertical. Le trait vertical, il est à 1950. Donc cette grande accélération, elle date d'à peu près 1950 ou 1970. Les 30 glorieuses, des fois, on est dans ces ordres de grandeur-là. Et donc, à un certain nombre d'égards, je ne vais pas tout développer ici, mais par exemple l'utilisation de l'eau, le nombre de transports, le tourisme, la production de papier, l'énergie primaire qu'on utilise, ça explose depuis quelques décennies. À droite, en vert, il y a les impacts que ces activités humaines ont sur le système Terre, dont on va parler après. Donc, globalement, pour schématiser, on va dire sur le monde naturel. Et bien sur le monde naturel, là aussi, il y a des sortes d'exponentiels, même si, évidemment, ce n'est pas au sens mathématique strict, mais il y a des accélérations terribles de certains phénomènes. Par exemple, la perte de forêt tropicale. Par exemple, l'air qui est urbanisé, donc artificialisé. Par exemple, la dégradation de la biosphère ou l'acidification des océans, etc. Donc, à presque tous les points de vue, à presque tous les niveaux, il y a cette accélération de nos activités et de leurs impacts. Sauf que, deuxième étude, sauf qu'on vit sur une planète qui a des limites. Il y a d'autres scientifiques du système Terre qui ont publié cette étude en 2009, qui a été ensuite mise à jour en janvier 2022, j'ai écrit ici. Mais en fait, non, elle a été de nouveau mise à jour en avril. J'aurais dû mettre à jour mon diapo. Qui montre que
Alors, ils ont étudié en fait le système Terre, donc toute la Terre. Ils se sont dit quelles sont des limites à ne pas dépasser pour rester dans une zone de stabilité, en fait, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre. Voilà de quoi il s'agit. Ils ont étudié ça pendant longtemps. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 9 limites théoriques à ne pas dépasser, avec des seuils qui, pour certains, ont été évalués, et d'autres, ce sont encore des travaux en cours. Et parmi ces 9 limites, on a déjà officiellement dépassé 6 d'entre elles. Globalement, sur ce schéma ici, c'est très, c'est très conceptuel. Quand on est dans la zone verte, c'est que c'est bon, on n'a pas encore dépassé la limite, et quand on est dans l'orange ou dans le rouge, c'est qu'on la dépasse plus ou moins. Alors vous avez tous, je pense, entendu parler du fait qu'on a un petit problème de climat. Ça, c'est en haut, climate change. Effectivement, oui, on a dépassé la limite. Mais comme vous pouvez le voir là, du point de vue de la science du système Terre, ce n'est pas le plus grand dérèglement qu'il y a sur cette planète. Nous avons à gauche l'intégrité de la biosphère, avec la quantité, le taux de disparition des espèces. Nous avons à gauche, là, totalement à gauche, le changement d'affectation des sols. Et vous avez en bas les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire les grands cycles du vivant, en fait. Cycle du carbone, cycle de l'eau, cycle du phosphore, cycle de l'azote. Là, ils ont fait un zoom sur azote et phosphore, qui sont totalement déréglés. La dernière, il y a deux autres, et je suis désolé parce que du coup, j'ai pas mis la bonne diapo. Il y a 2 autres limites qui ont été dépassées. En haut à droite, les entités nouvelles, c'est-à-dire ce que l'on met dans l'environnement et qui ne devrait pas y être. Et donc, c'est la pollution sous toutes ses formes. Et donc, si j'avais mis la dernière version de ma diapo dans le slideshow, la mise à jour, ce serait bien en avril. Et en avril, ils ont dit que l'utilisation de l'eau douce sur Terre, effectivement, là aussi, nous avions dépassé des limites. Donc, le cycle de l'eau ne se fait plus correctement. Nous avons 6 aujourd'hui des 9 limites qui ont déjà été dépassées. Donc, des activités exponentielles avec des impacts exponentiels sur une planète qui a des limites que l'on dépasse. Que se passe-t-il ? 3e étude, vous en avez entendu parler, elle a été fortement décriée, mais aujourd'hui, elle renoue quelque part, elle retrouve ses lettres de noblesse, j'ai presque envie de dire, puisque ça fait 50 ans, on célèbre le 50e anniversaire de cette étude cette année. C'est une étude qui est apparue en 1972, donc pour la première fois, qui a été mise à jour en 2004 et traduite en français, les Limits to Growth, qui nous explique que lorsque on impose une contrainte à un système fini et que l'on dépasse la limite, c'est-à-dire globalement la capacité de ce système à encaisser la contrainte, eh bien, on prend des risques. On prend un risque qu'il y ait des courbes qui aillent vers le bas. En l'occurrence, ces gens-là ont modélisé le système Terre, ont modélisé l'humanité sur la planète. Vous imaginez bien que c'est absolument impossible comme modélisation. En plus, ils l'ont fait avec 6 paramètres. C'est absolument ridicule. Sauf qu'ils ont tellement bien choisi leurs paramètres et ils les ont tellement bien réglés, tellement bien calés, que 50 ans plus tard, eh bien, c'est encore un modèle qui tient la route, alors que lorsqu'un modèle économique dure 3 ans, déjà c'est magnifique. Donc ça fait 50 ans que ce modèle-là a un de ces scénarios, enfin 2, mais parce qu'on est à cheval entre 2 de leurs scénarios, qui ont été créés donc il y a 50 ans et qui aujourd'hui retrace de très très près toutes les courbes que le monde a suivies depuis 50 ans, cette fois-ci sur des données factuelles et des observations. Le risque, c'est que la courbe, en l'occurrence elle est marron ici, suive cette trajectoire. La courbe marron, là, c'est la courbe, pour ceux qui ne peuvent pas lire, la courbe de la population. Je vous emmène avec moi dans le système Terre, dont je vous ai déjà parlé 2 fois. C'est quoi le système Terre ? Eh bien, c'est un ensemble de sphères, entre guillemets. Notamment, commençons par la lithosphère, qui est l'ensemble, qui est la couche externe du manteau terrestre, dont on tire un certain nombre de ressources. La première des ressources dont je vais vous parler très brièvement, c'est le pétrole. Parce que nous vivons réellement dans une société, dans une civilisation, que certains appellent pétro-industrielle ou thermo-industrielle, du pétrole, par le pétrole, pour le pétrole. Il nous faut du pétrole pour absolument tout, et même plus que ça. Il nous faut du pétrole qui soit abondant, en permanence, c'est-à-dire c'est plus une question de flux qu'une question de stock, et qui soit ni trop cher, sinon les gilets jaunes et peut-être derrière toutes les autres couleurs, et pas trop bon marché, sinon l'industrie n'est plus rentable. Et aujourd'hui, on l'a bien vu,
il y a quelques années de ça, en 2017, 16-17, le Venezuela est un pays qui s'est littéralement effondré. Il faut savoir que le niveau de vie au Venezuela, c'était à peu près le même qu'en France. Hein. C'était le pays le plus aisé, on va dire, de toute l'Amérique du Sud. Parce que c'était les rois du pétrole. Parce que le Venezuela est le pays qui a les premières réserves de pétrole au monde, si on mélange le pétrole brut et le pétrole non conventionnel. Les premières réserves au monde. Le problème, c'est que quand le prix du baril est devenu trop bon marché, quand le baril est devenu trop bon marché, eh bien, ce n'était plus rentable pour eux d'exploiter leur pétrole, qui coûte cher à exploiter. Ça leur coûtait de l'argent à chaque fois qu'ils produisaient un baril. Et donc, le pays s'est effondré. On voit donc bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y en a dans le sol. C'est ce qu'on est capable de le sortir, comment et à quel prix. Donc la problématique pétrolière, c'est une problématique qui est à la fois géologique, technico-industrielle, j'allais dire mercantile, enfin qui a un rapport avec les marchés et comment les marchés fonctionnent et le prix du cours du baril, du Brent ou du WTI, et puis également qui a rapport avec des décisions politiques, géostratégiques, qu'on ne maîtrise pas forcément. La véritable question qu'il faut vous poser donc ici, c'est pas est-ce qu'il y aura toujours du pétrole sur Terre dans 40 ans? La réponse est oui. C'est est-ce qu'il y en aura à Toulouse? Combien? À quel prix? Et qu'est-ce que ça remet en question? Et si vous réfléchissez, quelle que soit votre activité, si vous réfléchissez à ce que ça changerait pour vous s'il y avait demain, alors pas du jour au lendemain, hein, pas comme ça, mais progressivement et assez rapidement potentiellement, beaucoup moins de pétrole et beaucoup plus cher, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Je pense qu'il y a très très peu de gens qui seraient capables de dire rien. Je pense que la plupart des gens diraient « Ah, mon business model ne fonctionne plus ». La courbe des découvertes de pétrole, elle a cette tête-là. Les grandes découvertes, c'était il y a une bonne cinquantaine d'années. Aujourd'hui, nous allons droit vers un déficit de production pétrolière mondiale aux alentours de 2025, au pire 2030. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Greenpeace qui le dit, ce sont les professionnels du métier. Si on écoute M. Patrick Pouyanné, qui est le président directeur général de Total Energy, il nous explique qu'effectivement, on va manquer d'environ 10 millions de barils par jour aux alentours de 2025, c'est-à-dire 1/10 de la consommation mondiale. Et il dit, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements, qu'il n'y a pas eu assez d'investissements dans l'exploration depuis 2014. C'est vrai. Mais si on présente la chose comme ça, on a l'impression que s'il y avait eu, et si demain il y a, des investissements, alors, hop, la pompe se remet à fonctionner. Non. Non, parce que ce que M. Pouyanné ne dit pas, c'est qu'entre 2006 et 2014, les investissements qui ont été faits par les compagnies pétrolières dans l'exploration ont été absolument records, avec des résultats qui étaient les plus bas historiques. La production des puits pétroliers s'effondre partout dans le monde, à différentes vitesses, ça dépend des endroits, mais globalement, en moyenne mondiale, la quantité de pétrole brut dont on dispose baisse, et ce n'est que parce que les Américains produisent beaucoup de gaz de schiste qu'on est capable de compenser, sauf que leur industrie est en train de vaciller. Je ne rentre pas plus dans ce sujet, on pourrait en parler longtemps, mais c'est un sujet important qu'il faut creuser et qu'il faut arrêter, si c'est votre cas, arrêter également, si d'autres personnes autour de vous sont dans cette posture-là, arrêter de réduire à « Oh, il nous emmerde, il y a 40 ans, il nous disait qu'il n'y aurait plus de pétrole, dans 40 ans, aujourd'hui on y est, il y en a encore, dans 40 ans, il y en aura encore pour 40 ans. » Il faut sortir de ces idées-là. Ce n'est pas une question de stock simplement, il y en aura toujours, oui, mais de flux, de prix, etc. J'attire votre attention aussi sur le fait que la France produit moins de 2% du pétrole qu'elle consomme, donc on est tributaire de notre capacité à l'importer sur un marché mondial qui va se tendre considérablement dans les prochaines années, avec un prix très certainement, je ne suis pas devin, qui va très certainement globalement aller à la hausse, mais surtout qui va être totalement erratique et volatile, très certainement. Il y a des minerais ensuite. Alors des minerais, il y en a plein, on les utilise pour plein de choses, notamment cette transition énergétique dont on parle énormément, il faut énormément de minerais. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses. J'ai décidé de vous faire un focus sur un minerai qui est le cuivre, c'est la courbe orange là. Depuis 1900, voilà un petit peu la courbe de production au niveau mondial de cuivre. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup du cuivre? Il y en a encore. Il y en a encore pour quelques décennies. Donc, il n'y a pas de problème? C'est pas si évident. Il est où, ce cuivre? Il est surtout là. Il est surtout au Chili. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas voir, là, il y a écrit « Autre pays », le quart en haut à gauche. C'est surtout au Chili. Le Chili a les premières réserves mondiales de cuivre et également d'ailleurs de lithium, également très important pour la transition écologique.
Et il se trouve qu'au Chili, il y a déjà des limites. En l'occurrence, des limites parce que ça demande énormément d'eau d'aller chercher le cuivre ou le lithium d'ailleurs. Et l'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les premières mines de cuivre au Chili, les mines de cuivre, premières victimes du manque d'eau. Chili, bientôt plus d'eau au robinet de Santiago. Très récent, ça date du 26 avril. Énorme tension sur le marché du cuivre. Les experts nous disent que les prix ne sont pas tirés à la hausse par la demande, mais bien par une offre insuffisante. On est en 2022, on commence déjà à manquer de cuivre, alors que pour la transition énergétique telle qu'on l'entend, il va falloir multiplier par 20 à 30 la quantité de cuivre utilisée d'ici 2040. Ça, c'est pour réussir à respecter ou à réaliser les projets de transition énergétique qui nous sont vendus comme la solution. Pourra-t-on le faire ? Je ne sais pas. Je ne suis pas Nostradamus. J'attire votre attention sur le fait que si on regarde les principaux minerais au niveau mondial, la France ne produit pas grand-chose. Nous sommes donc tributaires de notre capacité à importer. Est-ce que c'est un problème d'énergie ou de matière première ? Eh bien, les deux. Le problème, donc, c'est quoi ? C'est que les minerais sont de moins en moins concentrés, et donc leur extraction requiert de plus en plus d'énergie. Or, l'énergie est de moins en moins accessible, et donc, le fait de la produire réclame de plus en plus de matières premières. Voilà un petit peu le problème inextricable dans lequel on se trouve. C'est une exponentielle, c'est-à-dire c'est une boucle de rétroaction positive, auto-amplificatrice, qui donne une exponentielle qui fait que nous allons atteindre des limites et que nous allons les atteindre plus vite que ce qu'on pense. C'est ça toute la beauté de l'exponentielle. Je ne peux pas vous parler du sable. Est-ce que vous savez qu'entre 2011 et 2013, en 3 ans, la Chine a utilisé 1,5 fois plus de béton que les États-Unis pendant tout le XXe siècle? Ce rythme-là, ce n'est pas juste 2011-2013. Il y a des mises à jour qui montrent que là, c'est pareil. Aujourd'hui, la production de ciment de la Chine, donc de sable, plus de 2,3 milliards, mais on s'en fiche des chiffres, représente près de 60% du total mondial, mais surtout, en 2017 et 2018, sur 2 ans, la Chine a produit un peu plus de ciment que les États-Unis n'en ont produit pendant tout le XXe siècle. Les ordres de grandeur sont fous. Quand on ne le sait pas, on ne l'imagine pas. Aujourd'hui, on manque de sable. Sable de construction. Attention, on ne peut pas utiliser n'importe quel sable pour faire de la construction. Il y en a beaucoup dans le désert de Gobi et au Sahara, mais malheureusement, on ne peut rien construire avec. Ici, c'est la Burj Khalifa. C'est le plus haut building du monde. Il a été entièrement construit à Dubaï avec du sable importé d'Australie. Et aujourd'hui, il y a des mafias du sable qui volent des littoraux entiers. Il y a des gens qui sont tués pour du sable. Nous allons avoir besoin d'énormément de sable pour la transition écologique, ou surtout énergétique, qui nous est présentée comme la solution. Ensuite, je pourrais vous parler du phosphore. Je peux vous faire un cours sur le cycle du phosphore, mais globalement, le cycle du phosphore, c'est quoi? Des animaux mangent des plantes, les animaux meurent, ils sont décomposés, ça retourne au sol. C'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on mange des végétaux, ou on mange des animaux qui ont mangé des végétaux, et qu'est-ce qu'on fait? La plupart d'entre nous, eh ben, on va se libérer dans de l'eau potable. Voilà ce qu'on fait. Et le phosphore retourne à la mer sous une forme ionisée qu'on ne sait aujourd'hui pas récupérer. À jamais. Donc c'est un cycle. C'est pas un cycle, c'est un flux linéaire. On prend et on jette à jamais. Comme si ça n'avait pas d'importance. Alors que le phosphore est vital. C'est un composant de l'ADN, le phosphore. Il n'y a pas de vie sans phosphore. C'est également un composant de l'adénine triphosphate qui apporte l'énergie à nos cellules. Et le phosphore, il est où? Il est au Maroc à 70 à 80%. Il est dans le Sahara occidental. C'est là que sont les réserves. Or, les experts, certains experts, attention, ils ne sont pas tous d'accord, certains experts reconnus du phosphore nous expliquent qu'on va atteindre le pic dans les années 2030, au pire ou au mieux 2040. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à partir de là. Ça veut dire que s'ils ont raison, c'est une ressource qui devient contrainte à partir de là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut reboucler les cycles de nutriments. Il faut renvoyer le phosphore vers les terres arables, vers le foncier nourricier. Voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on le fait? Non, on ne le fait pas. En ville, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer tous les systèmes d'égout. Tous les systèmes d'égout. Au moins récupérer l'urine, c'est là qu'il y a le plus de phosphore. Donc il faudrait que chacun de nous ait des toilettes à séparation d'urine et que ces urines soient ensuite récupérées, recyclées, traitées
revalorisé comme intrant agricole. Ça se fait, il y en a qui le font, ça marche très bien. Et au niveau d'une ville, c'est des investissements majeurs et c'est un projet qui ne se fait pas en 2 ans. Toutes ces choses dont je vous parle et plein d'autres choses dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, c'est des problèmes de stock, mais surtout, comme je disais, de flux, étant capable de donner à nos sociétés en flux entrant ce dont elles ont besoin pour fonctionner au juste prix. Ensuite, il y a l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, que ce soit mer, lac, cours d'eau, rivière, nappe phréatique. L'hydrosphère est dans un sale état. Des pollutions et des déchets chimiques, plastiques ou en tout cas matériels, ça c'est aux Philippines. Ça touche les hommes, ça touche les animaux aussi, sur Terre, en mer, il y en a partout. Ça nous touche nous également à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avalons, nous ingérons ou inhalons des micros et des nanoplastiques en permanence dans nos pays. Et une étude de 2019 a conclu que chacun de nous, en moyenne, ici en France, en consommait environ 5 grammes par semaine. Il disait que c'était l'équivalent d'une carte bancaire. Donc chacun de nous, sans le savoir, bouffe une 50aine de cartes bancaires par an. Ce qui ne nous rend pas plus riches. C'est dommage. Il y a les eaux s'acidifient, les océans s'acidifient. Bon, voilà, un des impacts les plus connus, j'ai envie de dire, mais aussi les plus dramatiques, c'est les barrières de corail. Bon, on a un souci là parce que les coraux vont disparaître. Si j'étais vraiment complètement rigoureux, je vous dirais, si on atteint un réchauffement de plus de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, alors, d'après les modèles, minimum 99% des coraux vont disparaître. Donc ils vont disparaître, il faut se le dire. Sauf que les barrières de corail, c'est là qu'il y a 25% de la vie marine qui se reproduit ou qui vit. Il y a des centaines de millions de personnes qui en dépendent pour leur subsistance. Ça va être rigolo. L'hydrosphère, elle se réchauffe. Voilà, il y a beaucoup de réchauffement climatique qui va dans les océans, mais je ne développe pas plus. Les eaux montent à un rythme qui s'accélère. On est aujourd'hui à un rythme moyen d'environ 4,5 mm par an, dernier rapport du GIEC. Nous avons une salinisation de certaines nappes phréatiques qui font qu'en surface, des terres qui, comme celle-ci au Bangladesh, étaient arables 2-3 ans plus tôt, sont totalement mortes. Nous avons des phénomènes d'assèchement qu'on repère absolument partout sur Terre. Vous ne trouvez pas que c'est très similaire à l'image précédente? Ça, c'est le Bangladesh. Quelqu'un sait me dire où c'était ça et quand? Il faut parler fort, par contre. Non, ça, c'est le Rhin en juillet 2018. Voilà, donc, ce n'était pas tout le Rhin qui était à sec, mais une partie du Rhin. Premier fleuve commercial d'Europe. Les scientifiques savaient que ça arriverait, mais pas si tôt. Les exponentielles sont en train de s'installer. Et enfin, il y a des zones mortes, ce sont des zones avec peu ou pas d'oxygène, où rien ne peut vivre. Et il y en a un peu partout sur Terre, ce n'est pas nouveau, mais la multiplication est absolument terrible, environ x4 depuis 1950. Ensuite, il y a la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces de la planète. Alors pour être tout à fait franc avec vous, la cryosphère, c'est une sous-partie de l'hydrosphère, et moi j'aime bien quand même les séparer. C'est juste que c'est de l'eau aussi, mais c'est de l'eau solide. Ça va être les glaciers, ça va être la banquise, les inland seas, Groenland, Antarctique, permafrost, etc. Et ben ça fond. Voilà. Et ça fond plus vite que ce qu'on pensait. Dans le rapport du GIEC spécial sur la cryosphère qui est paru en 2019, il conclut qu'effectivement, on ne s'est pas encore tout bien modélisé et que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé. Quatrième partie du monde naturel de ce système Terre, c'est l'atmosphère. Vous savez ce que c'est, je ne vous explique pas. Alors ceux qui pensent encore que nous sommes dans un cycle se trompent une bonne fois pour toutes. La concentration atmosphérique moyenne de l'atmosphère terrestre, voilà comment elle a évolué, reconstituée depuis les carottages glaciaires en Antarctique dans les 800 000 dernières années. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 420 parties par million en concentration. Donc on est hors de tout cycle. La concentration est au plus haut depuis au moins 2 millions d'années, dans un rapport du GIEC paru en août dernier. Et donc, au niveau de la température, ça donne ça, effectivement. Donc depuis Jésus jusqu'à nous, une jolie accélération qui n'a rien d'un cycle. Ensuite, la biosphère, l'ensemble du vivant terrestre. La biosphère est en effondrement. Alors, je vais juste vous le dire différemment. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Fun fact, nous faisons partie de la vie.
la moyenne... Alors, juste pour vous présenter cette étude, c'est une des plus grandes études, je pense la plus grande qui existe, sur l'observation de populations de vertébrés, uniquement là en l'occurrence sur les vertébrés. Entre 1970 et, en l'occurrence là, ça s'est arrêté en 2016, enfin il continue, hein, mais les dernières données compilées c'est 2016, donc en 46 ans, la moyenne des taux de déclin observés des populations sur les 5 continents, c'est 68%, en 46 ans. À côté de ça, les oiseaux des campagnes en France, il y en a un tiers qui a disparu en 15 ans. Les insectes volants dans le nord de l'Europe, 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu entre 1989 et 2016. Aujourd'hui, selon certaines études, il y en a 2 essentiellement études et elles sont très proches dans leurs conclusions. J'en ai pris une des 2. Cette étude-là nous dit que si on regarde la masse qui est représentée, la biomasse des mammifères sur la planète, que ce soit les mammifères terrestres ou marins, eh bien, environ 62% de la biomasse, c'est le bétail. Environ 34%, c'est les humains, et il ne reste plus que 4% de vie sauvage. Notre civilisation peut être résumée en une machine d'annihilation du vivant. Je vous avais dit que ça ne serait pas drôle. Pédosphère, la 6e et dernière partie du monde naturel, c'est pas ce que vous pensez, c'est les sols. Et les experts des sols nous racontent que environ 75% des sols de la planète sont dégradés et 33% extrêmement dégradés par les activités humaines. Donc l'urbanisation, la déforestation, les activités industrielles, notamment minières, et aussi, et beaucoup, et surtout, l'agriculture, qui aujourd'hui, étonnamment, de plus en plus, se bat contre la nature au lieu de bosser avec elle. Jusqu'à présent, qu'est-ce que je vous ai dit là? Est-ce que je vous ai donné l'avis d'Arthur Keller sur ces sujets? Non, parce que l'avis d'Arthur Keller, on n'en a rien à cirer. C'est pas parce que j'ai étudié ces questions, plus que peut-être le commun des mortels, que forcément j'ai mon avis à dire sur ces questions. Non, c'est pas vrai. Les experts qui ont publié ces études, eux, ils peuvent parler. Donc je m'en remets à eux. Vous devez faire pareil sur ces sujets, on sait ou on ne sait pas. Je ne suis pas allé prendre les exemples les pires. Je ne suis pas allé chercher les données, les publications les plus alarmistes. Il y a bien pire que ça. Je suis allé chercher ce qui faisait le plus consensus, et je pense qu'on est d'accord pour dire que ça suffit. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Pour faire un état des lieux de la Terre telle qu'on l'observe, du système Terre tel qu'on l'observe, et qu'on voit qu'on est dans l'attente d'un changement. Donc, à côté du monde naturel, nous avons l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est le monde humain, c'est à la fois les constructions, anciennes ou plus récentes, ce sont les objets, les produits qu'on fabrique, ce sont les déchets que l'on génère, et c'est nous. Et l'anthroposphère, je vous l'ai déjà dit, à plein d'égards, voilà, elle explose avec les conséquences que ça a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on appelle de déficit écologique. Je vous renvoie vers les travaux du Global Footprint Network, qui calcule deux indicateurs. Mais globalement, pour schématiser, empreinte écologique et biocapacité, on va dire que l'empreinte écologique, c'est la pression qu'on exerce sur l'environnement, je schématise, et que la biocapacité, c'est la capacité de l'environnement à supporter ce qu'on lui inflige. Il se trouve qu'on inflige plus que ce que la Terre peut supporter, et ce, depuis, selon eux, le début des années 70. Bien. Alors, est-ce qu'on commence un peu à comprendre la situation dans laquelle on se trouve? Je vais boire un coup, je vous laisse répondre. On comprend là? C'est bon? Ouais? Non. Donc merci d'avoir écouté ce préambule, mais ce préambule tout seul, il ne sert à rien si on s'arrête là. Moi, ce que je vais vous dire, et c'est certainement un des apports majeurs de ma présence ici ce soir, c'est que si on s'arrête là, on n'a rien compris à la nature de la problématique à laquelle on fait face. Et aujourd'hui, tout le monde se perd là-dedans. Il y a des gens qui sont très au courant de ces choses-là, qui me disent « Oh, mais je sais, mais je n'ai pas appris grand-chose jusque-là. » Mais qui s'arrêtent là. On va voir pourquoi il ne faut pas s'arrêter là. Par exemple, prenons comme illustration le dérèglement climatique. Alors, ce n'est pas un mal, moi je vais vous dire, au sens maladie. Moi je vous dis que c'est juste
un symptôme. On va bien faire la différence entre les deux et voir pourquoi ça change tout. Moi, je vous dis que la nature du problème, c'est que notre civilisation est un flux qui transforme la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler, pour celles qui se renouvellent. Sinon, on vide des stocks, pas renouvelables. En aval, on génère des déchets et des pollutions. Au milieu, on détruit. On génère les déchets plus vite que ce que la Terre peut absorber, on détruit plus vite que la capacité de régénération de la Terre. Voilà, globalement, le problème. Les déchets et pollutions qui sont en sortie sont liquides, ou solides, ou gazeux. Parmi les gaz, il y a des gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui produisent un dérèglement climatique. C'est une des multiples conséquences de ce problème-là, qui est le dépassement écologique du système Terre dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas un problème de climat qu'on a. Un problème bien plus grave, dont le climat n'est qu'un symptôme. Comprenons bien la différence qu'il y a entre s'attaquer aux symptômes ou s'attaquer au mal. Imaginez que vous ayez des problèmes de tête, imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez aussi des problèmes de transit, et que toutes ces choses-là, vous décidiez de les traiter comme des problèmes. Ça tombe bien, il y a des solutions. Pour la tête, du paracétamol. Pour la peau, de la pommade. Pour le ventre, de la tisane. Parfait. Maintenant, imaginez. Imaginez, alors ce n'est pas une métaphore qui fait super plaisir, mais elle a le mérite d'être efficace. Imaginez que toutes ces choses-là ne sont que différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé. Est-ce que vous croyez que vous allez guérir le cancer en prenant du paracétamol et en vous mettant de la pommade? Non. Ce n'est que quand on a compris le cancer que l'on est capable de comprendre la nécessité d'une thérapie de choc, comme une chimio par exemple. Paracétamol, ça ne change pas votre vie. C'est un tout petit aménagement. La chimio, ce n'est pas un tout petit aménagement. La vie change. Jusque-là, on disait, je ne peux pas ne pas aller travailler. Je ne peux pas ne faire ceci, je ne peux pas faire cela. C'est impossible, parce que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais quand il faut faire une chimio, la vie s'arrête. Et on se démerde. Et on la fait, cette chimio. Et la chimio, elle fait souffrir. Et elle demande des sacrifices. Et on le fait. Et on le fait pourquoi? Parce qu'on veut vivre. Parce qu'on a compris que ce qui était en jeu, c'était la survie. Au niveau planétaire, nous sommes dans une situation de survie. Au niveau planétaire, nous sommes en train de dégrader de manière parfois irréversible les conditions d'habitabilité de la planète Terre. Ça se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Voilà la nature du problème auquel on fait face et nous devrions être en train de tout arrêter et de rentrer dans une thérapie de choc au niveau mondial. Voilà ce que nous devrions être en train de faire, et à la côté de ça, on prend du paracétamol. Au lieu de ça, on se met de la pommade. La grande transition énergétique de la société est très importante. Après, il y a différentes manières de l'envisager, mais bon, passons. Décarboner, c'est ça le but, les sociétés. Très important. Ben oui, parce que du coup, ça va soigner le symptôme des règlements climatiques. Et ce symptôme-là, là, lui tout seul, va nous tuer si ça continue. Donc il faut s'en occuper. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis juste en train de vous dire que si on ne fait que ça, le cancer est toujours là. S'il n'y a pas d'approche systémique, pas de cohérence globale, on va soulager un symptôme, on va en aggraver un autre. Sans une stratégie thérapeutique globale, on peut soigner l'ensemble des symptômes et succomber quand même à la maladie. Donc, au niveau mondial, j'y retourne et je reboucle. On a des gens qui s'intéressent au problème de lithosphère, donc l'accès aux ressources qui sont dans le sol. Heureusement qu'il y a des gens qui bossent là-dessus. On a des gens qui bossent sur les problèmes d'eau, l'accès à l'eau, les océans, la pollution des eaux, etc. Il y a des gens qui travaillent sur la cryosphère, les glaces, pour éviter que ça fonde. Ok, très bien. Des gens qui s'intéressent à l'atmosphère, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit la pollution atmosphérique qui tue 8 à 9 millions de personnes sur Terre chaque année. La biosphère, ben oui, protéger les forêts, essentiel. Protéger les mangroves, les tourbières, etc., essentiel. Et puis enfin, non, il y a encore deux choses. La pédosphère, les sols. Mais oui, heureusement que des gens s'intéressent aux sols, ne serait-ce que pour l'agriculture. Manger, intéressant tout de même. Et l'anthroposphère, il y a plein de choses dans l'anthroposphère. Les problèmes humains, il y en a plein, je ne vais pas faire la liste. Donc il y a des gens qui s'occupent de tout ça, c'est très bien. Voilà. Et le cancer est toujours là. Vous comprenez le problème? Tant qu'on ne remet pas en question les flux d'énergie et de matière, on enferme notre esprit dans une prison, on croit qu'on est en train d'être du côté de la solution, et en fait,
dans le meilleur des cas, on ne fait que soulager un symptôme. Et des fois, on en aggrave d'autres au passage. Mais dans le pire des cas, avec les meilleures intentions du monde, on fait de la merde. Désolé, je suis un petit peu véhément. Nous avons des implications, évidemment. C'est quoi les implications de tout ça? C'est quoi l'avenir? Mais pour terminer mon constat, la partie qui fait vraiment pas plaisir, je vous dirais que, selon moi, l'avenir, c'est ça. Parce que la courbe rouge, celle d'empreinte écologique, c'est-à-dire la pression qu'on exerce sur la planète, est supérieure à la courbe verte, la capacité de la planète à encaisser, et que ce n'est pas durable, la dynamique des systèmes, les limits to growth, par exemple, et d'autres études aussi nous le démontrent amplement, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. On ne peut pas durablement prendre plus que ce que la Terre peut donner, on ne peut pas durablement accumuler des polluants dans le système dans lequel on vit. Il y a des limites à tout cela. Et donc, quoi que l'on fasse, ce n'est pas une question de volonté politique, ce n'est pas une question de technologie ou de quoi que ce soit d'autre, quoi que l'on fasse, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte, elle le fera avec ou contre nous. La résultante de ça, c'est que quoi que l'on fasse, là encore, nous allons avoir, en moyenne mondiale, parce qu'il va y avoir de grosses disparités, au moins au début, mais tout le monde sera plus ou moins touché, nous allons avoir moins d'énergie et moins de matières premières. Ça va être graduel dans certains cas, ça va être juste d'un seul coup et définitif dans d'autres cas, par des pénuries irréversibles. Voilà ce qui va se passer. Certaines pénuries sont juste des pénuries isolées, d'autres pénuries vont elles-mêmes entraîner tout un tas d'arrêts derrière en cascade et d'autres pénuries. Et tout ça sur fond de changement de régime climatique, avec les disruptions écologiques que cela entraîne, avec des raréfactions donc, des pénuries et du coup des déstabilisations sociétales et des guerres. Il y en a déjà une, il ne faut pas tout ramener à ça non plus, mais il y en aura d'autres. Voilà, alors aujourd'hui, la question n'est pas est-ce qu'il faut continuer de croître ou est-ce qu'il faut descendre. La question c'est comment on descend, comment on assure cette descente énergétique et matérielle. Soit on l'anticipe, on peut la planifier et on peut jusqu'à un certain point la piloter, soit on ne le comprend pas, ou soit on se dit « Oh, impossible, irréaliste, les décroissants sont fous », parce que ça serait une catastrophe de décroître. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe? Nous allons aller vers une descente incontrôlée, qui sera chaotique. Sur la question de la décroissance, juste un mot. Beaucoup de gens se disent, ou pensent, que la décroissance, c'est juste réduire la voilure de l'économie sans rien toucher au reste de la société. Ah, c'est sûr que si on reste dans le système économique, socio-économique dans lequel on vit, et si juste on fait moins de PIB, ça va être une casse sociale terrible. Mais ça, c'est pas la décroissance, ça c'est la récession ou la dépression. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, c'est une mesure de quelque chose. La décroissance, précisément, ça n'est pas ça. C'est un projet de société qui consiste à organiser cette descente énergétique et matérielle en faisant en sorte que ce ne soit pas une casse sociale et économique. Donc, à vous de creuser ces sujets, mais surtout, sortons des mauvais raccourcis. Et les raccourcis, on les comprend très bien. Le mot est extrêmement mal choisi. La plupart des gens qu'on parle font ça absolument n'importe comment. C'est insupportable. Bon, bref, passons. Nous sommes vulnérables face à tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Nous sommes vulnérables déjà, il y a 4 grandes raisons, selon moi, pour lesquelles on est vulnérable. La première, c'est que tout dépend des transports. Toutes les activités humaines requièrent des transports, sauf éventuellement aller courir dans la forêt. Et encore, vos godasses, à moins que vous y alliez pieds nus, il a bien fallu les faire venir. Tout requiert des transports et l'intégralité des transports demande du pétrole. Même le train qui, en France, roule à l'électricité, bon, il a fallu le construire, il faut maintenir les voies, les gens de la SNCF, ils vont bosser en voiture, etc. Donc, de toute façon, directement ou indirectement, c'est du pétrole. La deuxième vulnérabilité, c'est les réseaux et les infrastructures. Le gaz, l'eau, l'électricité, les télécommunications. Tant que ça marche, tout va bien. On a mis des technologies absolument partout, c'est génial, c'est super. Tant que ça marche, tout va bien. En fait, il faut énormément d'énergie et de matériaux, tout le temps, à la fois pour les infrastructures, pour la technologie. Et enfin, on est tous tributaires d'un système financier court-termiste qui se moque radicalement de l'intérêt général et qui ne connaît que 2 modes de fonctionnement qui sont l'euphorie et la panique. Et on est pieds et mains liés. On y travaille. Enfin, qui n'a pas de compte en banque ici? Ok. Et la précarité de notre société. La précarité. Est-ce que vous avez entendu parler de cette étude de 2017 qui a étudié l'autonomie alimentaire des villes, des 100 plus grandes aires urbaines françaises?
La conclusion, c'est qu'en moyenne, les aires urbaines françaises sont autonomes seulement à 2,1, c'est ça, %, c'est-à-dire que 97,9% de ce que consomment les gens vient d'ailleurs. Mais à côté de ça, 98% environ de ce qu'ils produisent va ailleurs. Ce système est fou, il va falloir en changer, parce que ce système n'est possible que parce que le pétrole est bon marché et abondant. Et faire venir les choses de l'autre bout du monde, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais quand le pétrole abondant, bon marché, ça sera fini, ce système-là n'est plus opérationnel. Bon, alors à côté de ça, il y a des solutions. Notez les guillemets. Attendez, hein, j'ai pas fini, j'en ai encore une petite là. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Le rapport Brundtland, 1987, c'est l'acte de naissance du développement durable. Alors moi, je vous pose une question. Qui peut me dire ce que ça veut dire? La durabilité. Quelqu'un? Édouard? Si c'est durable, ça veut dire quoi? Que ça dure longtemps. Édouard, comme tu es naïf. Oui, mais si on regarde dans le dictionnaire, effectivement, c'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est que ce n'est pas le mot durable que vous et moi utilisons. Le développement durable, c'est une fabrication d'économistes. Et le concept de durabilité a un sens très particulier en économie, qui n'est pas celui-là. Le concept de durabilité, c'est on lègue aux générations futures une quantité de capital au moins égale à la quantité de capital qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'il y a un problème. Bon, oui, un S, parce qu'il y a plusieurs durabilités, comme on va le voir. Il y a un problème. Le problème, il vient déjà de ce type-là. Jean-Baptiste Say, un bon français qui est le père de l'économie classique. On a dit l'école classique, qui ensuite a évolué en l'école néoclassique, qui est aujourd'hui la théorie économique dominante, qui est présente dans tous les modèles qui sont utilisés au FMI, à la Banque mondiale, à Bruxelles, à Bercy, etc. Et dans ces modèles néoclassiques, eh bien, figurez-vous qu'on ne prend pas en compte les limites des ressources naturelles. Il a écrit en 1828 « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Et ça fait partie des hypothèses qui sont encore au cœur des modèles qui sont utilisés dans toutes nos institutions. Il n'y a pas de prise en compte des limites de l'épuisabilité des ressources. Donc, pour compenser ça, on a trouvé une autre hypothèse qui était la substituabilité des capitaux. Ça fait partie des hypothèses de la théorie néoclassique. La substituabilité des capitaux, ça veut dire quoi? Les capitaux sont interchangeables entre eux. Ça veut dire quoi, les capitaux? À la base, quand lui existait, il n'y avait que deux types de capitaux. Il y avait le travail et les hommes. Il y avait les hommes et les machines. Il y avait le capital productif et le capital humain. Et donc, lorsqu'il n'y avait pas assez d'hommes, on se disait on les remplacera par des machines, et puis s'il n'y a pas assez de machines, on les remplacera par des hommes, c'est interchangeable. Déjà, c'est un peu con, mais bon, on peut comprendre l'idée. Mais sauf que, voilà, il n'y avait pas les ressources dans ce schéma de pensée-là. Maintenant, si on applique ça au monde réel, dans le monde réel, il y a des ressources, et ces ressources sont limitées, et donc la substituabilité des capitaux, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'arbres. C'est pas grave, on les remplacera par quelque chose qui fait pareil. Dans ce contexte-là, dans ce paradigme de pensée-là, c'est quoi la durabilité? Donc, capital, au moins stable dans le temps. Demain, on en lègue au moins autant qu'on en a aujourd'hui. Mais comme les capitaux sont substituables entre eux, si on coupait, imaginons, ça n'arrivera pas, mais enfin, si on coupait tous les arbres, et si on les laissait pourrir là, alors là, c'est sûr, c'est une perte de capital. Mais si on en fait quelque chose, si on les brûle, on fait de l'électricité ou de la chaleur, si on en fait du bois de construction, il n'y a pas de destruction de capital. Il y a transfert de capital d'une forme vers une autre, c'est durable. Voilà ce que signifie durabilité. Et quand vous entendez développement durable, ça veut dire ça. Quand vous entendez croissance verte, ça veut dire ça. Et aujourd'hui, il y a deux durabilités. Depuis le début des années 90, il y a un petit groupe, qui maintenant a grossi, d'économistes qui ont créé ce qu'ils ont appelé la durabilité forte. Et du coup, cette durabilité-là, maintenant, on l'appelle la durabilité faible. La durabilité forte, c'est un peu ce que je vous disais avant. C'est pour que ce soit vraiment durable, on ne prélève pas plus que la nature peut renouveler, on ne génère pas plus de pollution que la nature peut absorber. Voilà à peu près ça. C'est pas parfait, c'est encore insuffisant, mais on va dans la bonne direction. Donc, quand vous entendez durable, ça signifie durabilité faible, et ça signifie non durable. Mais vous inquiétez pas, il y a les technologies qui vont nous sauver. Alors, on met de la 5G partout, personne n'en a besoin, mais c'est pas grave, on en met partout, il ne faudrait surtout pas s'y opposer, parce que sinon,
Amish. Ce qui n'est pas un compliment, je pense, chez M. Macron. Dans la bouche de M. Macron. Pourquoi on pense que les technologies vont nous sauver? Pourquoi on mise tout là-dessus? Et peut-être que je vais déranger des gens ici ce soir, parce que la technologie, c'est très présent pour beaucoup d'entre vous. Et je ne dis pas que la technologie ne peut rien apporter, attention. Je dis que la technologie ne peut pas être une solution. Elle peut résoudre des problèmes spécifiques, mais ensuite la technologie ne peut être qu'un outil, pas neutre, mais un outil au service d'un nouveau projet de société. C'est tout. S'il n'y a pas de nouveau projet, la technologie ne changera rien. Si, elle changera des choses. Elle ne va pas résoudre le problème. On est obnubilé par la technologie à cause de ça. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, certains d'entre vous, pyramide des besoins élémentaires. Est-ce que vous connaissez le marteau de Maslow? Maslow a dit, si votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On a des outils, la technologie en fait partie, on aime ces outils, on est bon avec ces outils, on veut qu'ils soient utiles. Alors, quand on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où l'outil ne correspond pas vraiment à ce qu'il faudrait pour résoudre le problème, est-ce qu'on va changer l'outil? Non. On va changer la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à ce qu'on sait déjà faire. Voilà ce que l'on fait au niveau mondial, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas et qu'on n'y arrivera pas. On nous dit qu'on va découpler, on nous dit que l'on va continuer à croître économiquement, mais qu'on va réussir à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite à jeter un coup d'œil très rapide là-dessus. Voilà le PIB mondial, comment il a évolué depuis le début du 19e siècle. Vous voyez, c'est une jolie exponentielle en première approximation. Il y a malheureusement, entre la consommation énergétique au niveau mondial et le PIB en dollars constants pour les puristes au niveau mondial, il y a une corrélation extrêmement forte. On n'est pas capable de faire plus d'économies avec moins d'énergie. L'énergie, c'est ce qui transforme le monde. L'économie, il faut forcément transformer quelque chose dans le monde, sinon il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de flux marchand, etc. Donc nous avons ici une forte corrélation. Donc plus de PIB égale plus d'énergie. Mais peut-être moins de gaz à effet de serre, puisqu'on décarbone, n'est-ce pas? Est-ce qu'on décarbone? C'est la question. Ben voilà, depuis le début du 19e siècle, voilà comment a évolué la production énergétique mondiale. Et aujourd'hui, encore en 2022, entre 82 et 83% de l'énergie primaire mondiale est fabriquée à partir des fossiles. Et il y a encore des investissements dans des usines, dans des centrales à charbon. Donc, oui, on développe les renouvelables, et c'est très bien, il faut le faire, mais ça n'ira pas assez vite. Ça n'ira pas assez vite. Je termine pour dire que chaque année, nous avons des COP du climat, sauf que les COP, elles se basent sur ce qu'on appelle la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, et celle-ci, dans l'article 3, alinéa 5, on peut lire qu'il faut une croissance économique et un développement durable, durabilité faible, hein, n'oubliez pas, et il ne faut surtout pas gêner le commerce international. Donc grosso modo, le cadre conceptuel dans lequel s'inscrivent les COP consiste à dire qu'il faut résoudre un problème sans gêner le système qui l'engendre. Voilà un petit peu le serpent qui se mord la queue. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à prendre dans les COP. Ça ne veut pas dire que le GIEC ne fait pas un super boulot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à prendre dans le développement durable ou dans la RSE. Il y a plein de choses très bien, il y a plein de gens très bien. Il y a plein de choses à y chercher. L'économie circulaire, pareil, plein de choses à y prendre. Très utile. Mais pour autant, le cadre conceptuel global n'est pas le bon. Ça ne marchera pas si on s'en remet à ça en pensant que c'est une solution. Regardez l'évolution depuis 1960 de la concentration en CO2. Voilà. Ça, c'est le début des COP. Heureusement qu'on a ce dispositif-là, n'est-ce pas? Ça ne marchera pas. On mise tout là-dessus. Le Green New Deal américain, le European Green Deal européen. Bref, on est dans là. Disons que c'est plausible. Et cette plausibilité à elle seule, moi, elle me suffit pour agir. Alors, je vais vous lire un petit texte. Vous m'excuserez, je ne l'ai même pas préparé spécialement pour vous. C'est un texte que j'avais écrit, je vous demande de me croire, je l'avais écrit vers le 10 janvier. Alors, imaginez. Juin 2029. Depuis 3 semaines, une canicule exceptionnelle combinée à un pic d'ozone et de pollution record écrase toute l'Europe de l'Ouest. Dans plusieurs régions françaises, le seuil des 40 degrés Celsius est dépassé quotidiennement avec des pics à 45. Même le long du littoral atlantique, la température descend rarement sous les 30 degrés. Dans les bâtiments et les logements non climatisés, la chaleur est suffocante.
Météo France indique que cette situation pourrait durer encore au moins 3 semaines. Les ventilateurs et climatiseurs sont en rupture de stock dans toutes les boutiques, physiques et en ligne. Ceux qui ont pu s'équiper en climatisation la font tourner à plein régime, ce qui renforce l'effet d'îlot de chaleur urbain. Les espaces verts et les espaces boisés environnants sont pris d'assaut. Leur surfréquentation inquiète les autorités. Les parcs sont squattés la nuit, plusieurs départs de feu dans des forêts. Il est demandé aux habitants des zones voisines d'évacuer. Dès le milieu de la matinée, il est pénible de rester dehors, de circuler dans les transports. Il est vivement déconseillé de sortir entre midi et 15 heures. Dans cette fourchette horaire, la circulation en voiture ou en transport en commun devient difficile car la couche superficielle des routes fond. La circulation à vélo et à pied sur les trottoirs et les pistes cyclables non ombragées est jugée dangereuse. Après avoir tourné au ralenti, le trafic ferroviaire est interrompu en raison de la dilatation des rails à certains endroits. Pour de nombreux habitants, se rendre au travail, au supermarché ou dans les différentes structures d'aide est difficile. Cette canicule fait suite à 3 années d'une sécheresse qui a entraîné une baisse record des rendements agricoles dans l'hémisphère nord. Le prix des denrées alimentaires, dont la viande, les œufs, les produits laitiers, certains fruits, certaines céréales, ont flambé. L'approvisionnement alimentaire du territoire, des communes et des quartiers est devenu incertain. Problème d'acheminement, flambée des prix, épuisement des stocks, certains étaient périmés. L'État prend en charge une partie de l'approvisionnement dans denrées de base en provenance de pays moins durement touchés, mais ces derniers limitent les exportations pour préserver leur propre population. Malgré ces dispositifs, de nombreux départements français sont frappés par la précarité alimentaire, qui affecte en particulier les plus fragiles et les moins mobiles. Les commerces de proximité étant touchés par la pénurie et les centres commerciaux fonctionnant en flux tendu, les habitants doivent se déplacer sur de grandes distances pour se nourrir, alors que l'état des réseaux est particulièrement dégradé. L'économie est durement impactée, la plupart des gens devant consacrer plusieurs heures par jour à la recherche de nourriture. La réduction des horaires d'ouverture des administrations publiques et la dégradation générale des conditions de travail et d'accueil du public accentuent la crise sociale. Malgré l'implication salutaire d'associations solidaires et de quartiers et de collectifs citoyens bienveillants, nombre d'agents des hôpitaux, des crèches, des services sociaux sont en arrêt après avoir vécu des situations traumatisantes. Dans les quartiers les plus défavorisés, des queues interminables se forment devant les magasins de proximité. Les secours doivent intervenir régulièrement pour des malaises, mais de plus en plus souvent n'arrivent jamais. La pénurie de certains produits de base entraîne des achats de panique qui rendent les habitants anxieux et nerveux. La solidarité interrégionale ne suffit pas pour compenser le manque de produits frais. Des jardins cultivés sont pillés. L'insécurité augmente. À certains endroits, les logements vacants des habitants aisés qui ont déménagé ailleurs sont parfois cambriolés. Les publics les plus fragiles, personnes âgées, malades, familles monoparentales, sont en première ligne de la crise alimentaire. Des soupes populaires s'organisent mais ne peuvent nourrir tout le monde, donnant parfois lieu à des bagarres. La thématique du rationnement fait irruption dans le débat. De premières émeutes de la faim ont lieu dans plusieurs zones périurbaines de France. Un sentiment d'impréparation règne. Les personnels ne sont pas convenablement formés, les scénarios existants ne couvrent pas une telle conjonction de crise. C'est la panique parmi de nombreux élus qui sont en première ligne de la gestion du chaos, en première ligne des récriminations, parfois des violences. Les gens en colère demandent des comptes aux maires, aux préfets, aux décideurs. Les médias, les plus populistes en tête, s'en mêlent, compliquant encore la gestion de crise. Dernier paragraphe, c'est pour ça que je vous dis, croyez-moi sur parole, je l'ai écrit le 10 janvier. Le reste de l'Europe n'est pas épargné. L'Ukraine, notamment, grenier à blé de l'Europe, voit ses récoltes céréalières s'effondrer. Dans un contexte de déstabilisation politique, la Russie envoie des troupes en direction de Kiev. L'Union européenne intime au président russe de rappeler ses soldats sous peine de sanctions commerciales, mais Moscou réplique en coupant sur le champ le robinet de pétrole qui fournit à l'Europe un tiers de son carburant. Du jour au lendemain, le prix de pétrole augmente de près de 70%. Les marchés financiers dévissent dans la journée. La crainte d'un immense krach bancaire et d'une grande dépression est sur toutes les lèvres. Les gens autour de vous se précipitent au guichet pour retirer leur argent. Vous arrivez à votre agence bancaire, elle vient de fermer ses portes. Bon, j'en ai fait un peu beaucoup, on est d'accord. J'ai un peu forcé le trait. Voilà ce que j'avais écrit. Alors, effectivement, ça ne fait pas très envie. Mais maintenant, je vais vous demander de vous poser... Enfin, je vais vous poser des questions, mais je vais vous demander dans votre tête de trouver des réponses. D'après vous, si un truc pareil se produisait, comment les gens réagiraient-ils? Essayez de visualiser le truc. Comment réagiriez-vous? Vous êtes prêts pour un truc comme ça? J'entends un ouais, tant mieux pour toi. C'est bien, c'est bien. Comment vous sentiriez-vous? Et maintenant imaginez. Imaginez qu'avant que ça se produise, on ait relocalisé l'essentiel, réindustrialisé même en partie, les choses vraiment essentielles, et qu'on soit capable de répondre à l'essentiel, une fois de plus, des besoins essentiels de la population. Imaginez qu'on ait fait ça, qu'on ait diversifié. Et oui, diversifié. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que tous les territoires sont en compétition les uns avec les autres, y compris avec l'étranger, et donc chaque territoire se ultra-spécialise sur quelques productions. Et donc, il y a, même dans les territoires où il y a beaucoup de production, c'est juste pas assez diversifié. Moi, je viens de Bordeaux. À Bordeaux, c'est une région très agricole, mais il y a du vin. Donc,
C'est pas ça qui va nourrir son homme. Il y a également, il faut savoir que beaucoup des fruits et légumes qui viennent à Bordeaux proviennent de Marmande, et que ça serait en réalité très facile d'aller de Marmande à Bordeaux en passant par la Garonne. Ça demanderait même très 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 peu de carbone. Et à peu près 85% des fruits et légumes qui vont de Marmande à Bordeaux passent par Rungis. Alors, l'autonomie en intrants. Imaginez qu'on ait organisé ça. Et quand je dis intrants, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que notre système de production alimentaire, il dépend effectivement d'intrants phytosanitaires, il dépend de traitements pour les végétaux, mais il dépend également de pétrole, bon marché, pour toutes les machineries lourdes qu'on utilise, alors qu'il faudrait aller vers des machineries plus légères aujourd'hui, et arrêter cette course en avant débile vers toujours plus gros. Nous sommes dépendants de la PAC et de subventions. Nous sommes dépendants également, en termes d'intrants, entre guillemets, des gens qui viennent chaque année en France, une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, à bas coût, saisonnière, sans laquelle les Français ne pourraient pas produire leur propre bouffe. Pas encore, du moins. Il faudra longtemps pour qu'ils le puissent, de nouveau. Et puis, nous sommes dépendants de quoi? De machinerie, comme je disais. Il y a 30, 40 ans, chaque paysan savait réparer son tracteur. Si ce n'était pas lui, c'était le voisin. Aujourd'hui, c'est foutu, c'est fini, c'est de l'électronique partout. Donc s'il n'y a pas, au moment où le truc casse, s'il n'y a pas la pièce qui vient de l'autre bout du monde, fini. Donc on est dépendant de tout ça. Imaginez qu'on ait réussi à se rendre indépendant de tout ça. 6-7. Ça va, 6-7? Moi, j'ai 54 minutes 30 sur mon timer. Imaginez qu'on ait mis en place des pratiques agricoles agroécologiques, c'est-à-dire qu'on crée des agro-écosystèmes et pas juste des agrosystèmes. On recrée des dynamiques écologiques dans les champs. Il y a plein de choses à aller voir, mais globalement, imaginez qu'on ait fait ça. Et donc, on travaille avec la nature et plus contre. Imaginez qu'on ait végétalisé les zones urbaines, mais avec une végétalisation vivrière, inclusive également. On fait participer les gens avec ça. Ça ne va pas suffire à nourrir tout le monde, mais ça, à minima, ça sensibilise. Et en plus, ça crée des îlots de fraîcheur. Imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux. Alors, je précise locaux parce que les circuits courts, beaucoup de gens ne savent pas, c'est juste le nombre d'intermédiaires. Si vous achetez directement un producteur en Nouvelle-Zélande, c'est un circuit court. Donc, si on a un circuit court local et une économie locale qui fait que même s'il y avait un grand dévissage du système, du grand système, au niveau local, on pourrait continuer à travailler ensemble entre les producteurs, les consommateurs, les transformateurs, les restaurateurs, etc. Imaginez qu'on ait fait ça. Imaginez qu'on ait redondé tout ce qui est important. C'est-à-dire un truc dont on dépend, il est en double, ou en tout cas, il y a un backup, pas forcément le même, il y a autre chose. Imaginez qu'on ait fait ça. Imaginez qu'on ait créé des stocks. Attention, individuels si vous voulez, mais surtout collectifs. Et oui, parce que des fois, dans certains pays, ce n'est pas le cas en France, mais en Suède, par exemple, ils ont dit à toute la population, faites des stocks chez vous, il faut que vous soyez autonome pendant 2 semaines. Sauf qu'ils ont dit ça aux gens, et les gens, il y en a qui l'ont fait, et forcément, il y en a qui ne l'ont pas fait. Je ne sais pas combien de gens l'ont fait. Si on ne fait que ça, tant que ce n'est pas la vraie grosse crise, c'est pas grave, mais le jour où c'est la vraie grosse crise, et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait les stocks parce qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu, et puis qui savent que chez Jean-Claude, il y en a, c'est un problème. Donc ça ne crée pas forcément de la résilience collective. Il faut que des stocks soient gérés au niveau collectif, au niveau communal, au niveau d'un quartier, et gérés collectivement idéalement. Imaginez qu'on ait fait ça en solidarité, en inclusivité. Ben oui, forcément. Parce que si les gens, notamment qui sont le maillon, entre guillemets, le plus fragile de la chaîne sociale, si on ne les intègre pas là-dessus, comme c'est eux qui vont souffrir très probablement en premier dans le cas d'une crise, si eux ne font pas partie déjà de la solution, eh bien, ils vont faire partie du problème. Imaginez qu'on ait mis en place une régénération à la fois socio-culturelle, c'est-à-dire régénérer les collectivités humaines, cohésion sociale et écologique. Oui, il faut maintenant aller régénérer tous les écosystèmes dont on dépend en France, et puis, si vous voulez, aller le faire à l'étranger également. Imaginez qu'on ait enfin mis en place une gestion partagée des communs, c'est-à-dire que tout ce qui est extrêmement important pour notre survie collective est sorti des logiques de spéculation, sorti des logiques de marché, protégé de tout cela, sacralisé presque, et notamment le foncier nourricier et les semences dont on dépend pour nos besoins alimentaires, également les ressources en eau. Et enfin, imaginez qu'on ait garanti l'accès à l'essentiel pour tous, et ça, c'est quelque chose qui pourrait demander une grande décision politique au niveau national, mais aussi qui peut faire l'objet d'expérimentation au niveau territorial. Et par exemple, ça signifie que, donc aujourd'hui, il y a des expérimentations là-dessus. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur une proposition qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui grosso modo dit que chaque personne a le droit d'avoir les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, les premiers kilomètres en transport en commun gratuits. Et le minimum, la base vitale est assurée, c'est gratuit. Si on consomme plus, on paye. Si on consomme beaucoup, on paye cher. Si on consomme énormément, on paye énormément. Et globalement, ça ne coûte rien si c'est bien fait à la collectivité parce que ça s'équilibre. Imaginez qu'on ait fait tout ça. Alors, si jamais ça se produisait, ce que je vous ai raconté comme scénario, est-ce que vous croyez quand même globalement que la situation ne serait pas un peu différente?
Si on avait fait tout ça, seriez-vous mieux à même de vous adapter? Si on avait fait tout ça, vous sentiriez-vous mieux? Là, je vous ai posé quelques bases de la résilience socio-écologique. C'est-à-dire pas simplement la résilience d'une organisation, pas simplement la résilience d'un territoire vu comme simplement des hommes, des femmes et une société humaine, mais bien tout cela en interface avec un environnement, des ressources, des cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant dont il faut préserver la stabilité, etc. C'est bien cet ensemble socio-écologique dont il faut assurer demain la résilience. Et ça, c'est un travail qui concerne tout le monde. Parce que même si ça peut paraître un petit peu lointain pour certains d'entre vous, très certainement aujourd'hui, par rapport à leur business, chacun a un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre là-dedans. Soit dans le cadre de son business, soit à côté de son business. Utiliser une partie pour faire à côté. Et moi, ce que j'aimerais aussi vous faire passer aujourd'hui donc, comme message, c'est que je suis souvent consulté, je suis souvent sollicité, on va dire, pour me dire, est-ce que vous pouvez venir nous expliquer comment on assure la résilience de notre entreprise ou la résilience de notre business? Et je ne fais pas ça, moi. Je vous le dis tout de suite, je ne fais pas ça. Moi, je peux vous enseigner comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez devenir des agents de la résilience sociétale. Et vous sortirez gagnant de ça également. Voilà, donc maintenant je termine, je suis sur la dernière ligne droite, je te rassure. Je voulais vous dire que tout cela, maintenant c'est à nous, chacun d'entre nous, de s'engager pour construire des alternatives vraiment inspirantes. Le but, ce n'est pas d'être positif nécessairement. Le but, c'est d'être inspirant. Il y a plein de choses à faire. Énormément. Allez jeter un coup d'œil, par exemple, du côté des villes et territoires en transition. Ce n'est pas du tout suffisant, mais il y a déjà un bon ADN. Il y a plein d'acteurs de la transition du territoire. Ce n'est pas une question strictement écologique. Ne ramenez pas ça à la transition écologique. C'est une question de sécurité et de souveraineté, en plus. C'est tout ça à la fois. C'est nous rendre moins dépendants de chaînes d'approvisionnement qu'on ne maîtrise pas, de décisions qui ne nous appartiennent pas. Tout ça, ça doit se faire ensemble. Certaines personnes, c'est naturel de faire ensemble. Ici, on est quand même dans du réseau, la nuit des réseaux. Donc j'espère que c'est votre cas. Et si jamais ça ne vous vient pas spontanément d'être solidaire avec votre prochain, alors faites-le par calcul. Mais faites-le. Et donc tout cela, en tout cas, ça demande un écosystème d'acteurs. Et moi, je pense, mais ça c'est mon avis, on peut en discuter, je pense que tout ça, ça demande à la fois des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient les choses, qui conceptualisent et qui proposent des choses. J'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, partagent, transmettent leur savoir et savoir-faire. J'en fais pas vraiment partie. Les inspirateurs sont des gens qui racontent les choses, qui les diffusent et qui les rendent inspirantes. J'essaye d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui vont structurer des réseaux, des projets, qui vont animer, coordonner les choses. Et les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, des ressources, pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être des compétences, ça peut être un lieu, ça peut être du matériel, ça peut être un réseau, et qui vont pouvoir financer ou patronner ou en capaciter les gens. Moi, je sais où je suis. Est-ce que vous savez où vous êtes, où vous pouvez, où vous voulez être? Votre rôle ou vos rôles? Quel acteur du changement êtes-vous? Tout ça, en tout cas, ça commence par des conversations autour de vous. Posez les questions de l'avenir, des risques, des contraintes, mais également de vos forces, de vos richesses, de vos atouts. Et posez la question, que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature, et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital. Alors, je ne développe pas plus, mais il y a une échelle territoriale qui est particulièrement pertinente. Voilà, j'ai terminé. Je vous termine en vous disant que nous sommes à une croisée des chemins, que c'est le déclic ou le déclin. Merci.